La vérité concernant Pycraft par H. G. Wells. Il est assis là-bas, et en jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule, je l'aperçois. Si alors nos regards se croisent, ce qui arrive souvent, le sien prend une telle expression, un regard suppliant surtout, avec cependant quelque chose de soupçonneux. Au diable ces soupçons. Si j'avais voulu parler, il y a longtemps que j'aurais fait. Je ne dis rien, je n'ouvre pas la bouche, il devrait se sentir à l'aise. Mais comment voulez-vous qu'un être aussi gros et aussi gras puisse se sentir à l'aise? Qui me croirait d'ailleurs si je parlais? Pauvre vieux Pycraft. Énorme tête gelée que tout incommode. Le plus gros clubman de Londres. Il est assis devant l'une des petites tables du club, dans une vaste embrasure, non loin du feu, et il se bourre. Avec quoi se bourre-t-il? Je regarde prudemment dans sa direction et je le surprends en train de mordre dans un cake chaud et beurré. Et ses yeux sont fixés sur moi. Le diable l'emporte. Toujours ses yeux fixés sur moi. Cela me décide, Pycraft. Puisque vous continuez à être abject, puisque vous vous conduisez comme si je n'étais pas un homme d'honneur, ici même, sous vos yeux bouffis, je vais relater la chose. La vérité vraie concernant Pycraft, l'homme que j'ai aidé, à qui j'ai porté secours et qui, pour me récompenser, m'a rendu mon club insupportable, absolument insupportable, à cause de l'appel de ses yeux humides, à cause du perpétuel « ne dites rien » de ses regards. En outre, pourquoi s'acharne-t-il éternellement à manger? Ma foi, tant pis, je lâche la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. C'est dans ce fumoir même que j'ai fait la connaissance de Pycraft. J'ai été tout nouvellement admis, et il s'aperçut de ma timidité un peu nerveuse. Assis seul, dans un coin, je pensais qu'il serait agréable de connaître un plus grand nombre de membres du cercle, et tout à coup il vint à moi, grande façade roulante de bajoux, de menton et d'abdomen. Avec un grognement, il se laissa tomber dans un fauteuil voisin du mien, souffla un instant, frotta laborieusement une allumette et alluma un cigare. Puis il m'adressa la parole. Et j'ai oublié ce qu'il me dit, quelque chose à propos des allumettes qui ne prennent jamais. Tout en continuant la conversation, il arrêtait les garçons l'un après l'autre, et avec sa voix de petite flûte se plaignait des allumettes. Voilà de quelle façon l'entretien s'engagea. Il parla de divers sujets, et en particulier du jeu. De là il en vint à mon physique et à mon teint. « Vous devez être de première force au cricket, n'est-ce pas ?» ajouta-t-il. « Je suis mince, c'est vrai, mince au point que certains me qualifieraient de maigre. Et sans doute je suis plutôt brun. Cependant, et bien que je n'ai pas honte d'avoir eu une arrière-grand-mère de race hindoue, je ne tiens pas à ce que les étrangers remontent d'un seul coup d'œil jusqu'à cette origine. De sorte qu'au début, j'éprouvais pour lui quelque hostilité. Mais il n'avait entamé cette conversation que pour en arriver plus facilement à lui-même. « Il est probable, dit-il, que vous ne prenez pas plus d'exercice que moi, et que vous ne mangez pas moins. » Comme tous les gens obèses à l'excès, il s'imaginait qu'il ne mangeait rien. « Et pourtant, continua-t-il avec un sourire contraint, nous sommes bien différents. » Alors il se mit à parler de son poids, et encore de son poids, racontant tout ce qu'il avait fait pour combattre son poids, tout ce qu'il allait faire pour réduire son poids, ce qu'on lui avait conseillé pour son poids, et ce qu'il avait appris que les gens avaient fait pour un poids à peu près semblable au sien. A priori, expliqua-t-il, on croirait volontiers qu'une question de nutrition puisse être résolue par la diète, et une question d'assimilation par des drogues. C'était une conversation étouffante, suffocante. Je me sentais enflé en l'écoutant. Une fois, de temps à autre, au club, on supporte un ennui de ce genre-là, mais le moment vint où je me figurais que j'en avais assez supporté. Il s'entichait de ma personne d'une façon un peu trop évidente. Je ne pouvais mettre le pied au fumoir sans qu'il naviguât dans ma direction, et parfois, il venait s'installer à ma table pour bâfrer pendant que je déjeunais. Certains jours, il se cramponnait littéralement à moi. C'était un sinistre raseur, encore qu'il se bornât à une seule victime. Et dès le premier instant, il eut de sa manière quelque chose qui indiquait presque qu'il devinait en moi une aide possible. Il pressentait qu'avec moi, il avait une chance lointaine, exceptionnelle, que nul autre ne lui offrait.
Je donnerais je ne sais quoi pour le diminuer, ce poids, je ne sais quoi. » Et il me fixait avec ses petits yeux bouffis par-dessus ses bajoues soufflantes. Pauvre vieux Pycraft. Il sonne en ce moment même pour commander un autre gâteau beurré. Un jour, il révéla sa véritable préoccupation. Notre pharmacopée, dit-il, notre pharmacopée occidentale, n'est rien moins que le dernier mot de la science médicale. On m'a dit qu'en Extrême-Orient. Il se tut et me regarda, les yeux écarquillés, comme si j'avais été une bête curieuse dans un aquarium. Tout à coup, la colère me gagna. « Écoutez, fis-je, qui vous a parlé des recettes de mon arrière-grand-mère ?»« Ma foi, balbutia-t-il. Chaque fois que nous nous sommes vus, et depuis une semaine, c'est arrivé assez fréquemment, vous n'avez cessé de faire des allusions à mon petit secret. Ma foi, dit-il, puisque vous avez mis le doigt dessus, je l'avoue, oui, c'est vrai. Je tiens la chose de Pattison, indirectement, répondit-il, ce qui, je crois, était un mensonge. Pattison, expliquai-je, a essayé une de ses recettes à ses risques et périls. Il pinça les lèvres et s'inclina. Les recettes de mon arrière-grand-mère, repris-je, sont délicates à manier. Mon père était sur le point de me faire connaître. Il ne l'a pas fait. Non, mais il m'avertit. Lui-même, jadis, s'est risqué à en expérimenter une. Ah, mais pensez-vous que... Supposez qu'il s'en trouve une... Ce sont de curieux documents, et leur seule odeur... Non. Après m'avoir fait aller jusque-là, Pycraft était résolu à me pousser plus loin encore. Je craignais toujours, si j'abusais par trop de sa patience, qu'il se laissât soudain tomber sur moi et m'étouffât. J'avoue que je fus faible, mais aussi Pycraft m'ennuyait. J'en étais arrivé à éprouver à son égard une espèce d'agacement qui m'incita à lui dire « Eh bien, risquez la chance !» La petite expérience de Pattison à laquelle j'avais fait allusion était une chose toute différente. Peu importe sa nature, mais en tout cas, j'avais la certitude que la recette dont je m'étais servi alors était inoffensive. Je ne savais rien des autres, et en somme, je doutais fort de leur efficacité. Pourtant, même si Pycraft s'empoisonnait, il faut avouer que l'empoisonnement de Pycraft m'apparut comme une œuvre colossale. Le soir même, je sortis de mon coffre-fort le bizarre coffret de santal aux parfums étranges et me mis à feuilleter les parchemins bruissants. Le personnage qui rédigea les recettes de mon arrière-grand-mère avait évidemment un faible pour les parchemins d'origine hétéroclite, et son écriture était baroque et minuscule au suprême degré. Il y en a de ces recettes qui sont pour moi complètement indéchiffrables, et aucune n'est facilement lisible, encore que dans ma famille, composée de fonctionnaires des Indes, on se transmette de génération en génération une connaissance assez approfondie de l'Hindoustanie. Je ne fus pas long à mettre la main sur ce qu'il me fallait. Assis sur le parquet, auprès de mon coffre-fort, je contemplais pendant quelque temps le parchemin. « Tenez, fis-je le lendemain en m'adressant à Pycraft, mais je dus vite retirer la feuille qu'il cherchait avidement à saisir. Autant que je pus déchiffrer ce griffonnage, lui dis-je, voici une recette concernant la perte de poids. « Ah !» soupira Pycraft. « Je n'en suis pas absolument sûr, je pense seulement que c'est cela. Et si vous voulez suivre mon conseil, vous vous abstiendrez d'y toucher, parce que, comprenez-vous, mes ancêtres, du côté de cette bisaïeule, étaient, à parler franchement, de drôles d'individus. Vous voyez, Pycraft, que je n'hésite pas à ternir la réputation de ma race dans votre intérêt. « Laissez-moi essayer, » implora-t-il. Je me renversai dans mon fauteuil, tandis que mon imagination tentait en vain un effort énorme. « Au nom du ciel !» m'écriai-je. « À quoi vous imaginez-vous que vous ressemblerez quand vous aurez perdu de votre poids ?» Il n'écoutait aucun argument. Je lui fis promettre de ne plus jamais ouvrir la bouche à propos de sa dégoûtante obésité, quoi qu'il pût arriver, et enfin, je lui tendis le petit morceau de parchemin. « C'est un mélange infect, dis-je. « Peu importe, répliqua-t-il, et il prit la recette. Il la parcourut d'un air ahuri. « Mais, bredouilla-t-il. Il venait de découvrir qu'elle était écrite en caractères inconnus de lui. « Autant que ma science me le permet, lui dis-je, je vais vous en donner la traduction. » Je fis de mon mieux. Après cela, nous n'échangeâmes plus une parole pendant une quinzaine de jours.
Chaque fois qu'il s'aventurait à m'approcher, je fronçais les sourcils et lui faisais signe de s'éloigner. Il respecta notre contrat, mais au bout de 15 jours, il était toujours si gros et aussi gras. Alors il rompit le silence. « Il faut que je parle. Ce n'est pas juste. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'obtiens aucun résultat et vous me devez une explication pour l'honneur de votre bisaïeul. »« Où est la recette ?» questionnai-je. Je parcourus les diverses prescriptions. « L'œuf était-il pourri ?» demandai-je. « Non. Fallait-il qu'il le fût? Cela va sans dire. Dans toutes les recettes de ma pauvre chère arrière-grand-mère, quand l'état ni la qualité ne sont spécifiés, il faut prendre le pire. Elle était énergique, au moins. Et en outre, il y a une ou deux alternatives possibles pour quelques-unes des autres prescriptions. Vous êtes-vous procuré du venin frais de serpent à sonnette ? J'ai acheté un serpent à sonnette chez Jamrach. Il m'a coûté... C'est votre affaire, cette dernière mention. Je connais un homme qui... Oui, bien, allons, je vais vous recopier les différentes alternatives. L'orthographe de cette recette est particulièrement atroce. À propos, le chien ici doit être évidemment un chien paria. Pendant le mois qui suivit, je vis Pycraft constamment au club, aussi gras et aussi inquiet que jamais. Il observait nos conventions, mais parfois il en enfreignait l'esprit en hochant la tête d'un air abattu et désolé. Puis un jour, au vestiaire, il hasarda. « Votre arrière-grand-mère ?»« Pas un mot contre elle, interrompis-je, et il se tut. Je m'imaginais qu'il avait renoncé à ses expériences, et un soir, je l'entendis parler de son poids à 3 nouveaux membres, comme s'il eût été à la recherche de recettes inédites. Enfin, tout à fait à l'improviste, un télégramme me parvint. « Monsieur Formalin » brailla sous mon nez un jeune groom. Je pris la dépêche et l'ouvris aussitôt. Je lus « Au nom du ciel, accourez, Pycraft. » Fis-je. Et à vrai dire, j'étais si content de la réhabilitation que cela promettait à la réputation de mon arrière-grand-mère que je fis un déjeuner copieux et succulent. J'obtins au bureau du cercle l'adresse de Pycraft et je partis aussitôt que j'eus avalé mon café et mon petit verre de bénédictine. Je n'attendis même pas que mon cigare fût achevé. Pycraft habitait la moitié supérieure d'une maison de Bloomsbury. « Monsieur Pycraft » manquai-je à la porte d'entrée. « Il est malade, me répondit-on, et voilà 2 jours qu'il n'est pas sorti. »« Il m'attend, assurai-je, et on me laissa monter. Arrivé au premier étage, je sonnai à une porte très lissée. « Il n'aurait pas dû essayer, voilà tout, me disais-je. Un être qui baffe comme un porc doit, en toute justice, ressembler à un porc. » Une femme d'aspect respectable, avec un visage anxieux et le bonnet négligemment posé sur la tête, se présenta derrière le treillis et m'examina. Je donnai mon nom, et avec des manières inquiétantes, elle entr'ouvrit la porte. « Eh bien ?» demandai-je quand je fus sur le palier précédant l'appartement. « Il a dit de vous faire entrer aussitôt que vous arriveriez, expliqua-t-elle, et elle me regarda, sans se presser de m'introduire. Puis, en confidence, elle ajouta « Il est enfermé à clé. » « Enfermé à clé. Oui, monsieur. Il s'est enfermé hier matin et il n'a laissé entrer personne, monsieur. Et chaque instant, il jure. Oh, mon Dieu !» Je tournai les yeux vers la porte qu'elle indiquait de la tête. « Dans cette pièce ?» questionnai-je. « Oui, monsieur. » « Que se passe-t-il ?» Elle hocha la tête tristement. « Il n'arrête pas de réclamer des victuailles, monsieur, des choses lourdes. Je lui procure ce que je peux. Du porc, je lui en ai donné, du pâté, des saucisses, toutes sortes de choses de ce genre, et pas de pain. Laissez cela dehors, s'il vous plaît, commente-t-il. Il faut que je m'en aille. Il mange, monsieur, que c'en est terrible. » J'entendis à l'intérieur un appel de voix de flûte. « C'est vous, Formalin ?»« C'est vous, Pycraft ?» demandai-je, et je me mis à cogner à coups de poing dans la porte. « Dites-lui qu'elle s'en aille. » J'obéis. Alors je perçus un curieux tapotement sur la porte, comme si quelqu'un eût cherché le loquet en tâtonnant. En même temps, je reconnaissais les grognements familiers de Pycraft. « C'est parfait, fis-je. Elle est partie. » Mais longtemps encore, la porte resta close. J'entendis la clé tourner dans la serrure. La voix de Pycraft proféra. « Entrez vite !» Je tournai le bouton et ouvris. Naturellement, je m'attendais à apercevoir Pycraft. Eh bien, il n'était pas là. Jamais de ma vie je n'avais éprouvé un choc pareil. La pièce dans laquelle je me trouvais était son cabinet de travail, et il y régnait un désordre indescriptible.
Des plats et des assiettes voisinaient avec les livres et le matériel à écrire. Plusieurs sièges étaient bousculés, mais Pycraft. « Ça va bien, mon vieux, fermez la porte, dit-il, et je le découvris enfin. Il restait en l'air, tout contre la corniche, dans le coin voisin de l'entrée, comme si quelqu'un l'avait englué contre le plafond. Sa face était terrifiée et courroucée, il haletait et gesticulait. « Fermez la porte, répéta-t-il, si cette femme s'aperçoit de ce qui se passe. » J'allais fermer, et du coin opposé, je le contemplais. « Si quelque chose cède, et que vous dégringoliez, dis-je, vous vous casserez le cou. »« Je le voudrais bien, » fit-il en soufflant. « À votre âge et avec votre poids, on ne se livre pas de telles acrobaties. Ah, taisez-vous, implora-t-il d'un air agonisant. Je vais vous conter cela. »« Comment diable faites-vous pour tenir là-haut » questionnai-je. Tout à coup, je compris qu'il ne se tenait là-haut par aucun moyen ordinaire, mais qu'il y flottait, pour ainsi dire, comme une vessie gonflée aurait pu flotter dans la même position. Il commença à se débattre pour se détacher du plafond et descendre au long du mur jusqu'à moi. « C'est la recette, » articula-t-il en râlant. « Votre arrière-grand... » Tout en parlant, il avait mal saisi le cadre d'une gravure qui céda. Il remonta d'un bond, tandis que le tableau venait se briser sur le dossier du canapé. Pycraft heurta le plafond avec un bruit sourd, et je compris alors pourquoi il était taché de blanc aux courbes et aux angles les plus saillants de sa personne. Il recommença avec plus de précaution en se servant de la cheminée. C'était réellement un spectacle fort extraordinaire de voir ce gros homme, l'aspect apoplectique, s'essayant, la tête en bas, à descendre du plafond jusqu'au plancher. « Cette recette, trop bien réussie, » bredouilla-t-il. « Comment cela ? Perte de poids, presque complète. » Alors naturellement je compris. « Sapristi, Pycraft » m'écriai-je. « Ce que vous vouliez, c'était donc un remède contre l'obésité. Mais vous parliez toujours de votre poids. » Sans savoir pourquoi, j'étais enchanté. À ce moment-là, j'éprouvais réellement une affection sans borne pour Pycraft. « Permettez que je vous aide, dis-je. » Et lui prenant la main, je la tirai en bas. Il agitait les jambes en tous sens, s'efforçant de prendre pied quelque part. Cela faisait penser à un drapeau, par un jour de grand vent. « Cette table, » implora-t-il en indiquant du doigt le meuble, « est en acajou massif et fort lourde. Si vous pouviez me faire passer dessous. » Je l'élogeai, et il s'y balança comme un ballon captif, tandis que debout sur le devant du foyer, je causais avec lui. « Racontez-moi ce qui vous est arrivé, » fis-je en allumant un cigare. « J'ai pris le mélange. » « Quel goût épouvantable ! Tous les mélanges obtenus par les recettes de mon arrière-grand-mère étaient du même genre. À considérer les ingrédients composants, le composé probable et ses résultats possibles, tous ces remèdes m'étaient apparus comme fort peu engageants. Pour ma part, j'en ai pris d'abord une petite gorgée, et comme au bout d'une heure je me sentais mieux et plus léger, je résolus d'avaler le reste. Mon pauvre Pycraft, je me pinçais les narines, expliqua-t-il, et alors je ne cessais de me sentir de plus en plus léger, et malgré moi, vous savez. Tout à coup il s'abandonna à un accès de colère. « Mais mille diables, qu'est-ce que je vais bien faire ?»« Il est une chose qui me paraît à peu près évidente et que vous ne devez pas faire, observai-je. Si vous sortez, vous vous mettrez à monter. » Et j'agitai les bras vers le ciel. « Il faudrait envoyer Santos Dumont après vous pour vous ramener. » « Je suppose que l'effet finira par disparaître. » Je secouai négativement la tête. « Je ne pense pas qu'il faille compter là-dessus. » Alors il eut un nouvel accès d'emportement. Il lançait des coups de pied aux meubles adjacents et tapait à coups de talon sur le plancher. Il se conduisit fort mal, comme on doit s'y attendre, de la part d'un homme gros et gras, intempérant. Il s'exprima sur mon compte et sur celui de ma bisaïeule en des termes qui manquaient absolument de discrétion. « Mais je ne vous ai jamais prié de prendre cette décoction, » objectai-je. Dédaignant généreusement les insultes qu'il me prodiguait, je m'installai dans son fauteuil et commença à lui parler sur un ton tranquille et amical. Je lui expliquai que c'était là un ennui qu'il s'était attiré lui-même, ennui qui avait un air de justice compensatoire. Il mangeait beaucoup trop. Il contesta ce point et pendant un moment discuta avec vivacité. Il devint même bruyant et violent. Aussi renonçai-je à lui exposer la morale de son cas. Puis, ajoutai-je, vous avez commis le péché d'euphémisme. Vous avez appelé votre mal non pas obésité, ce qui est exact et sans gloire, mais gros poids. Vous... Il m'interrompit pour admettre tout cela. Mais que devait-il faire ?
j'émis l'idée qu'il s'efforça de s'adapter à ces nouvelles conditions. Ainsi nous en vînmes à la partie vraiment raisonnable de l'affaire. J'insinuai qu'il ne lui serait pas difficile d'apprendre à marcher avec les mains sur le plafond. « Je ne peux pas dormir, fit-il. Ce n'était pas là une difficulté sérieuse. Il était parfaitement possible, indiquai-je, d'improviser un lit sous un sommier en fil de fer, de fixer les matelas avec de larges sangles et de faire boutonner des draps, les couvertures et le reste sur le côté. Il lui faudrait seulement mettre sa gouvernante dans les confidences. Après nous être chamaillés un instant sur ce point, il se rangea à mon avis. Par la suite, ce fut tout à fait charmant de voir de quelle façon magnifiquement naturelle la bonne dame avait accepté toutes ces surprenantes inversions. Il pourrait avoir dans sa chambre un grand escabeau, et tous ses repas lui seraient servis sur les rayons supérieurs de la bibliothèque. Nous imaginâmes, en outre, un moyen ingénieux par lequel il lui serait possible d'atteindre le plancher chaque fois qu'il le voudrait, et ce fut simplement d'installer les volumes de l'Encyclopédie britannique, 10e édition, sur le haut des rayons. Il n'avait qu'à prendre un volume sous un bras, et il arrivait ainsi à terre. Il fut convenu aussi qu'on ferait sceller des crampons de fer au long des lambris du bas, de façon qu'il puisse s'en servir chaque fois qu'il aurait besoin de quelque chose dans les parties inférieures de la pièce. En fait, je passai 2 jours entiers dans son appartement. Je sais fort bien manier un tournevis, et je combinais toutes sortes d'ingénieuses adaptations pour lui. Je disposai un fil supplémentaire qui le mit en communication plus facile avec ses sonneries. Je tournais dans le sens opposé ses lampes électriques, et ainsi de suite. Tous ces travaux m'amusaient extrêmement, et c'était délicieux de se représenter Pycraft sous la forme d'une grosse mouche à viande, rampant sous son plafond et grimpant au linteau de ses portes pour passer d'une pièce à l'autre, et ne venant plus au club, plus jamais, jamais plus. Mais alors, ma fatale ingéniosité m'emporta trop loin. J'étais assis auprès de son feu, buvant son whisky, et il était installé dans son coin favori près de la corniche, clouant un tapis épais sur le plafond, quand une idée me frappa. « Sapristi, Pycraft, tout cela est parfaitement inutile !» Et avant que j'eusse pu calculer les conséquences complètes de ce que j'allais dire, je lâchai le paquet. « Des vêtements de dessous en plomb !» m'écriai-je. Le mal était fait. Ce fut presque avec des larmes que Pycraft reçut la chose. « Je reprendrai mon équilibre comme il faut, » pleurnicha-t-il. Je lui révélai tout le secret sans prévoir où cela me conduirait. « Achetez des feuilles de plomb, » dis-je. « Découpez-les en rondelles, faites-en coudre dans vos vêtements de dessous, jusqu'à ce qu'il y en ait assez. Mettez des chaussures à semelles de plomb, portez un sac à main plein de barres de plomb, et le tour est joué. Au lieu d'être prisonnier ici, vous pourrez aller venir et même voyager. » Une idée plus heureuse encore me vint. Vous n'aurez plus à craindre les naufrages. Il vous suffira de laisser filer quelques-uns de vos vêtements, ou tous même, de ne garder à la main que le poids de bagages nécessaire, et vous voltigerez au-dessus des flots. Dans son émotion, il laissa choir son marteau qui me frôla le nez. « Sapristi !» s'écria-t-il, « et je pourrai retourner au club !» Son exclamation coupa court à mon enthousiasme. « Sapristi !» répétai-je. « Oui, naturellement, vous pourrez y retourner. » Il y est retourné, il y retourne. Il est assis derrière moi en ce moment, avalant une 3e portion, pour le moins, de cake beurré. Et personne au monde, sauf sa gouvernante et moi, ne sait qu'il ne pèse réellement rien, qu'il n'est qu'une masse de matière assimilatoire, un simple nuage, vêtu, niente, nihil, le plus impondérable des hommes. Il va rester là, à mes pieds, jusqu'à ce que j'aie fini d'écrire ceci. Alors, s'il le peut, il m'agrippera au passage. Il s'avancera houleusement vers moi. Pour la 100e fois, il me redira toute l'histoire, l'effet que cela produit et celui que cela ne produit pas, comment parfois il lui semble que ça diminue un peu, et toujours quelque part, dans ce discours abondant et gras, cette recommandation « Vous garderez le secret, hein ? Si quelqu'un le savait, je serais tellement honteux. Ça vous donne un air si bête, vous comprenez ? Marcher au plafond à 4 pattes et tout le reste. » Et maintenant, il s'agit d'éviter Pycraft, qui occupe une admirable position stratégique entre la porte et moi. Ainsi s'achève la vérité concernant Pycraft par H. G. Wells.